Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Marathon des langues. Aujourd'hui, on retrouve Pierre Blanchon du blog Le Monde des langues. Donc, on l'a déjà retrouvé dans une autre interview sur le finnois. Si ça vous intéresse, vous retrouverez la vidéo juste ici. Aujourd'hui, on va entrer directement dans le vif du sujet. On va parler du japonais. Alors, Pierre, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec le japonais ? Alors mon expérience avec le japonais, ça a été assez long et troublé parce que j'ai essayé de l'apprendre à plusieurs reprises, ça remonte jusqu'à la période du lycée. Je m'y suis remis il y a quelques temps, quelques années. Bon, maintenant c'est bon, je l'apprends. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le japonais ? C'est une langue que beaucoup de gens, surtout en France, veulent apprendre parce qu'en France, il y a un grand amour du Japon. Oui, j'ai l'impression que justement, c'est un peu à la mode en ce moment, le japonais. C'est à la mode, mais disons que je pense qu'en France particulièrement, bon, aussi dans d'autres pays, mais bon, je pense que... Et pourquoi justement ? Tu crois que ça vient de où ça ? Ça a commencé avec la génération Club Dorothée, je pense. D'accord. Donc là, c'est pour les gens plutôt les trentenaires, à qui ça parlera. Et ça s'est jamais démenti parce que la France, avec le Japon mis à part, c'est un des pays, un des principaux marchés par exemple du manga. Oui. Et le japonais, c'est une des langues les plus traduites sur le marché français par exemple. D'accord. Donc en fait, on est un pays qui est très japanophile et de ce fait, beaucoup de gens veulent apprendre le japonais. D'accord. Peu de gens arrivent vraiment à pousser plus loin. Oui. Parce que c'est une langue qui est un peu difficile d'accès, à défaut d'être vraiment difficile parce qu'elle est quand même assez exotique. Mais en France, en tout cas, plus que dans d'autres pays, on a un intérêt vraiment très fort pour le japonais. D'accord, ok. Donc oui, on commence à s'intéresser pas pour la langue en elle-même, mais pour une passion du manga ou autre chose qui amène vers après, toutes les langues, on s'y intéresse à un moment, à part l'anglais parce qu'on apprend pour le boulot. Ouais. Mais même si on peut se passionner pour l'anglais, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les langues, il y a toujours des gens qui viennent pour un aspect ou un autre. J'avoue que je sais pas trop ce qui m'a amené au japonais en premier lieu, parce que j'aime bien les langues en soi déjà, donc ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'en France, il y a un amour du japonais qui se démentit pas et qui faiblit pas. Ouais, d'accord. Super intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que tu peux nous parler de l'alphabet japonais ? L'écriture japonaise, ça fait peur à beaucoup de monde parce que c'est vraiment le premier obstacle, parce que ça ne s'écrit pas en alphabet latin. Et du coup, ça rebute parce qu'il y a déjà un premier mur à la compréhension. Et en fait, sur l'écriture du japonais, il y a 3 écritures principales. Il y a 2, c'est pas vraiment des alphabets, c'est ce qu'on appelle des syllabaires, parce que chaque signe représente une syllabe. Alors que dans un alphabet, chaque signe, c'est des consonnes, des voyelles. Et il y en a 2, il y a les hiragana, c'est des caractères arrondis, qui servent à écrire le japonais de base. Il y a les katakana, qui sont plutôt anguleux, qui sont plutôt carrés, et qui servent plutôt à retranscrire les mots d'origine étrangère. Par exemple, les mots anglais, principalement, vont s'écrire en katakana. Après, il y a des aspects comme dans les trucs scientifiques, on va écrire les noms des animaux en katakana, ou on va écrire les onomatopées. Bon, il y a des trucs plus minoritaires, mais globalement, c'est ça. Le hiragana, ça sert à écrire le japonais de manière générale, et le katakana, principalement les noms d'emprunt. D'accord. Enfin, les mots d'emprunt. Ok. Et moi, j'avais entendu parler du kanji. Alors, les kanjis, là, c'est l'autre gros morceau. C'est parce qu'en fait... toute l'écriture japonaise vient du chinois. Ça s'est apparu à peu près vers le 5e siècle, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'avant, les japonais n'avaient pas de système d'écriture. Et donc, ce sont des religieux, principalement des moines, qui ont commencé à rapporter le chinois, donc l'écriture chinoise, mais aussi la langue chinoise. Et ils se sont demandé comment retranscrire le japonais avec les caractères chinois. Ce qui déjà est un peu difficile parce que les 2 langues n'ont rien à voir. Enfin, c'est quand même des langues très différentes. Il y a quand même une langue, le chinois c'est une langue à ton. Donc au niveau de la prononciation, ça n'avait pas grand chose à voir. Ce qui fait que l'écriture chinoise en japonais c'est beaucoup singularisé. Et donc on utilise pas mal de caractères chinois, ce qui fait que je pense qu'apprendre les 2 langues, on peut y trouver des passerelles parce qu'il y a certaines choses qui s'écrivent de la même façon. Après, il y a eu beaucoup de simplification pour écrire un japonais de manière phonétique, ce qui a amené au hiragana, les caractères arrondis, qui en fait viennent des caractères chinois, les kanji. En fait, kanji, ça veut dire caractère des Han, donc des Chinois. Ok, d'accord. Et ce que les Chinois appellent, je crois, les Hanzi, si je dis pas de bêtises, et si je prononce bien, ce qui veut dire les caractères des Han, les caractères chinois. Ok, donc d'accord. Il faut écrire en partie en chinois, en fait. Ok. Super intéressant, c'est vrai qu'il y a un beau poids de l'histoire sur la construction de cette langue. Après, on peut s'intéresser, bon moi c'est mon cas à l'histoire, mais en plus comprendre un peu cette histoire, ça permet de comprendre un peu comment fonctionne l'écriture. Ouais, bien sûr. Et de mieux l'apprendre. C'est vrai que le fait de ne pas apprendre bêtement sans comprendre,
ça facilite pas forcément l'apprentissage. C'est vrai que c'est mieux de comprendre où on va. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais dire Tu parlais de prononciation. Et c'est le chinois, si je me trompe pas, qui se prononce par des tons, c'est ça? Et donc le japonais, ça se prononce de quelle manière? C'est sur la base des tons également? Non, alors il n'y a pas de ton en japonais. Alors les mots chinois avec des tons, quand ils ont été transposés en japonais, généralement c'est avec des voyelles longues. Donc si vous avez des voyelles longues en japonais, ce qui arrive très souvent, c'est que généralement c'est un mot chinois et ça remplace un ton qui du coup a disparu. D'accord. Après, pour les détails techniques, dans la tonalité du japonais, il y a des accents de hauteur. Ce qui veut dire qu'on ne va pas prononcer à la même hauteur, c'est-à-dire plus ou moins aigu si on veut, certaines syllabes. Et en plus, c'est assez compliqué parce que par exemple, entre l'accent de Tokyo et l'accent de Osaka, il peut y avoir des différences assez marquées au niveau de la hauteur. D'accord. Et ça, c'est pour faire un parallèle, c'est un peu comme en France avec le nord et le sud, ou ça n'a rien à voir dans les... C'est différent parce que ça va être un autre système d'accent. C'est parce que il y a des mots qui sont tellement proches qu'on peut les différencier qu'avec les accents. D'accord, ok. Mais par exemple, quand tu parlais de la différence entre Osaka et Tokyo, les personnes se comprennent. Il y a juste une différence de... disons qu'elle est assez marquée, surtout connue, parce que Osaka et compagnie, c'est dans la région du Kansai, ce qui est souvent donné comme l'ouest du Japon, mais c'est plutôt l'ouest du centre. Et Tokyo, c'est le Kanto. Et en fait, l'accent du Kansai est bien connu, bien identifié. C'est une région qui est très peuplée aussi. Donc les gens la connaissent bien, mais après, dans tout le Japon, il y a des accents différents. Ouais, bien sûr. Un peu comme dans tous les pays, finalement. Ouais. D'accord. Et pour apprendre le japonais, quels seraient tes conseils? Par quoi commencer? Comment réussir à bien apprendre la langue? Pour bien démarrer, tous les conseils pour apprendre les langues sont les mêmes. Apprendre du vocabulaire, être précis sur la grammaire, trouver des gens avec qui parler. Surtout ne pas laisser tomber l'écriture, parce qu'on peut être très tenté de se dire j'apprendrai plus tard, ça m'a l'air super compliqué. Mais le problème, c'est que si on n'apprend pas l'écriture, on n'apprend pas à lire le japonais, on n'apprend pas à l'écrire, sachant que déjà il ne viendrait pas à l'esprit à quelqu'un qui apprend le français de l'écrire en alphabet en japonais, en alphabet arabe ou en cyrillique. Ça serait très bizarre. Donc déjà, pourquoi ne pas apprendre le japonais en écrit? Et surtout, ne pas avoir peur non plus des kanji, parce que c'est un travail, c'est sûr, parce que c'est plein de caractères à apprendre par cœur. Mais une fois qu'on les connaît, il devient plus facile de lire et d'écrire, parce que forcément l'écriture est raccourcie. Et une fois qu'on voit d'un regard, d'un seul coup d'œil un caractère, qu'on le reconnaît, la lecture est considérablement raccourcie. D'accord, Et aussi ne pas apprendre l'écriture, c'est se traîner un boulet, parce qu'on n'arrive pas à lire quand c'est pas retranscrit en alphabet latin. Donc vraiment apprendre l'écriture vite. Se méfier de la prononciation, parce qu'on dit souvent que la prononciation du japonais est simple, et honnêtement c'est vrai qu'elle pose pas trop de difficultés. Après, il y a plein de petites subtilités, la prononciation du U qui est une sorte de OU qui est un peu étrange, qui parfois est un peu différente. Parfois, le J est assez marqué comme un je, parfois il est plutôt comme un je. Le R, on dit souvent que c'est comme un L, mais c'est pas comme un L. C'est plus proche du R roulé en fait. Il faut pas le rouler parce qu'au Japon, ça donne une connotation assez agressive. D'accord. C'est ce qu'on appelle un R battu, c'est comme en espagnol, en terre vocalique. C'est pas un ra, c'est un ra. D'accord. Plutôt. Pas comme en espagnol. Et il y a aussi des syllabes qui sont nasalisées, c'est un peu comme en français. Nihongo, on va pas dire Nihongo, on va dire Nihongo pour japonais, pour la langue. Donc c'est un peu comme en français, ça c'est pas très compliqué. Donc faire attention parce que c'est pas difficile, mais il y a quand même des subtilités qu'on a vite fait d'évacuer, comme les accents de hauteur. Et donc faire attention à ça quand même. D'accord. Donc ce que tu nous conseilles finalement, c'est de commencer par le plus compliqué, peut-être, ce qui fait le plus peur en tout cas. Pas forcément le plus compliqué, mais disons qu'il faut pas avoir peur de ce qui a l'air compliqué. Voilà. Il faut l'intégrer rapidement dans son apprentissage, apprendre l'écriture. Les hiragana en priorité parce que c'est ça qui sert à écrire principalement le japonais. Ensuite les katakana parce qu'ils sont importants mais ils sont un petit peu plus rares, donc il faut les apprendre dans un deuxième temps. Et après, une fois qu'on maîtrise ça, se mettre au kanji assez vite. Parce que c'est toute l'écriture du japonais qu'il faut maîtriser. D'accord, pour savoir au moins la lire. Ok. Bon super, là vous avez des super conseils pour commencer dans le bon ordre. Et justement, pour continuer un petit peu plus dans cette démarche, Pierre, est-ce que tu peux nous dire quelles ressources toi tu utilises pour ton propre apprentissage du japonais? Pour le japonais, j'utilise principalement le Assimil. Là, je me suis remis, je suis sur les leçons avancées, je l'ai traduit du français vers le japonais pour trouver les mots que je connais pas, les structures que je connais pas.
J'ai utilisé le premier tome, peut-être qu'un jour je jette un œil sur le deuxième, de Mina no Nihongo, qui veut dire le japonais pour tous, qui est une méthode qui est très connue. En fait, sa spécificité, c'est qu'il y a un livret en japonais et un livret pour chaque traduction. Donc il faut acheter un livret en japonais plus les notes et traductions en français. Oui. Qui est bien fait, les exercices sont bien faits, il y a pas mal de trucs où d'ailleurs ça parle assez vite, c'est pas mal, parce que souvent on prend des ressources toutes très lentes et on reste dessus, et dès qu'on parle à des vrais gens, ça va trop vite. On comprend plus rien. Alors que là ça va directement vite, ça fait peur au début peut-être, mais quand on s'y est bien mis, c'est vraiment pas mal. Après, comme ressource, j'utilise pas mal Anki, qui est un logiciel de répétition espacée. Donc en plus, Anki en japonais, ça veut dire apprendre par cœur. Anki Story, ça veut dire apprendre par cœur. Ah, ok. Et je m'en sers pour les kanji. Et pour ça, je me base sur un livre qui est quasiment introuvable, qui s'appelle Les kanji dans la tête, de Yves Magnette. Donc le livre en soi est quasiment introuvable, où il faut le payer 100 € en occasion. Mais il y a des paquets de cartes mémoire de Anki qui sont faits à partir de ce livre. D'accord. Et ça permet d'apprendre, moi j'apprends 5 kanji par jour comme ça. D'accord, ok. Sinon, après il y a pas mal de choses, il y a le NHK. Le NHK, c'est à peu près le France Télévisions du Japon, qui fait un site qui est pas mal, qui s'appelle le japonais en douceur. Donc ça c'est pas mal pour commencer. Il y a les, je sais jamais comment ça s'appelle, c'est les News Easy, comme ils appellent ça, de NHK. Donc c'est des nouvelles en japonais avec un petit texte, avec un audio court. Donc ça permet de suivre la télé en fait. Sinon après vous pouvez vous attaquer aux mangas, aux animés. Bon ça, les films japonais, bon il y a une production culturelle japonaise qui est immense, donc il n'y a aucun problème. Ouais. Après je me sers de Tandem et de HelloTalk pour parler avec des japonais. Et je vois régulièrement une amie japonaise sur Skype pour parler cette langue, parce que ça c'est hyper important aussi. Ouais, justement, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Parler avec un partenaire de langue est vraiment hyper important, parce que ça va vous donner la motivation, tu me dis si je me trompe, hein, mais ça va vous aider à avoir à mener à bien vos objectifs et à pratiquer tout simplement. Et plus on pratique, plus on progresse. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, pour reprendre l'adage classique, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Surtout que le problème, c'est que quand on apprend de manière théorique, bon, c'est une première étape, hein, je ne vais pas cracher sur l'aspect théorique, comprendre un peu la grammaire, voir des phrases, apprendre du vocabulaire, il faut passer par là. Mais le problème, c'est que si on ne met jamais en pratique, on arrive peut-être mieux à lire, à écouter, et encore, il faut quand même faire des exercices de lecture, d'écoute, etc. Mais quand on arrive face à des êtres humains, on cherche ces mots parce qu'on n'a pas l'habitude de prononcer des phrases. C'est là, quand je parle en français, je ne cherche pas mes mots, je ne construis pas mes phrases de manière consciente. Je le fais en prenant des blocs de phrases et je les balance comme ça au fur et à mesure. Et pour arriver à ça, il nous a fallu, vu qu'on est francophones tous les deux, énormément de dialogue quand on était enfant. Et ça, beaucoup de gens font l'impasse dessus parce que c'est dur de trouver des gens, on peut être hyper timide, on peut avoir peur de faire des fausses. Il est dur, par exemple, avec des Japonais, de gérer le décalage horaire. Donc il y a plein de petits obstacles qui font qu'on se dit, oula, je parlerai japonais plus tard. Mais en fait, il faut le faire très très tôt, quoi. Il faut le faire rapidement pour que ça devienne justement instinctif et plus facile. Pour apprendre à parler, il faut parler. Enfin, ça a l'air stupide comme ça, mais c'est la base. Hein. Ouais, c'est bête, mais justement, ça fait pas mal de le rappeler, parce que c'est là où la plupart des gens échouent, entre parenthèses, parce qu'ils se mettent pas suffisamment dans l'immersion assez rapidement et recule, et finalement ça devient encore plus compliqué de s'y mettre, parce que nos attentes sont encore plus hautes, parce que notre niveau est plus élevé. Donc c'est dommage de passer à côté de ça. Qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. Enfin bref. Il faut parler. Parlons. Mais surtout, il faut le faire parce que là, je suis très pressé. Dans à peu près 2 mois, je vais aller au Japon. En fait, beaucoup de gens disent qu'on peut apprendre une langue que dans le pays. Enfin, ça aide, hein, si on vit, qu'on parle, qu'on a une vie sociale, professionnelle dans le pays, ça aide. Mais beaucoup de gens en fait attendent d'aller dans le pays, mais ils n'ont tellement pas pratiqué en amont qu'à la fin, on fait quoi? On reste avec son copain, sa copine, ses amis, sa famille, on parle français, on va dire 2 mots au guichet et on fait pas plus. Et ça permet aussi vraiment de se préparer, parce que l'apprentissage dans le pays, bon, c'est une réalité, mais beaucoup de gens l'érigent comme seule possibilité, parce que c'est plus commode de se dire, bon, je vais y aller maintenant. Il vaut mieux se dire, bon, j'attendrai d'être dans le pays, je parlerai. C'est ça. Et en plus, le fait d'avoir... c'est une gratification d'aller dans le pays et d'être capable de pouvoir échanger un minimum, parce que c'est vrai que quand on y va et qu'on n'ose pas, et on se dit, mince, j'ai travaillé et puis là, je suis un peu bloquée, bon, après, c'est décevant et ça coupe peut-être court à l'apprentissage. Donc, et puis, si je puis me permettre aussi, il y a toujours un choc. Enfin, moi, j'appelle ça le choc. La première fois, je pense que je vais le ressentir, le choc, vu que ce sera la première fois au Japon. La première fois qu'on va dans un pays,
on confronte l'apprentissage, l'ivresse, et même l'apprentissage avec des gentils locuteurs qui sont nos amis, qui nous corrigent, qui nous font répéter, avec des gens qui, dans les aéroports, dans les restaurants, sont pressés, n'ont pas forcément le temps de nous écouter, ont un accent local, etc. Et ça permet de s'y préparer et de le surmonter vite. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon on se dit, oula, les gens comprennent rien, tant pis, mon prochain voyage, je parlerai. C'est ça. Oui, on remet toujours à plus tard et au final, on le fait jamais, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, merci Pierre pour toutes ces précisions sur le japonais. C'était hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'a passionnée parce que je connais pas du tout cette langue. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous de la vidéo ou aller sur le blog Le Monde des Langues de Pierre pour vous lui poser toutes vos questions et aller chercher plein d'astuces parce qu'il nous met plein de contenu sur le blog. Donc n'hésitez pas et donc n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu et donc on vous dit à plus tard dans la prochaine vidéo. Salut! Salut!